Alors, donc, on va démarrer le module 2, les émotions et les blessures. Il faut bien comprendre que vos clients vont venir avec, on va dire, leur propre carte du monde. C'est une notion de PNL que je voudrais évoquer ici avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Il va falloir vous détacher de votre propre carte du monde pour aller rejoindre celle de votre client. Votre client a sa propre carte du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a vécu des choses, il a une culture. Il a une culture déjà du pays, mais il a aussi une culture de sa famille, une culture relationnelle, une culture émotionnelle, une présentation du monde qui lui est propre et qui va bien sûr le créer, le constituer. La façon dont un client va se présenter à vous, ne serait-ce que déjà au téléphone, va commencer à vous en dire long sur qui il est et certainement l'aide qu'il va venir rechercher. On a la croyance qu'il faut tout connaître de notre client. C'est complètement faux. Vous n'avez pas besoin de tout connaître de votre client. Vous avez besoin de faire sa connaissance et surtout de trouver ce qu'il y a d'aimable en lui. Attention, aimable, pas dans le terme d'être quelqu'un d'aimable, bien élevé. Aimable, c'est la partie de lui que vous allez pouvoir aimer et que vous allez vouloir aider. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut accompagner des gens avec qui on ne partage pas du tout les mêmes valeurs, ce qui est pas simple au départ. Donc, apprendre à connaître la carte du monde de votre client va vraiment vous permettre de savoir sur quoi il s'est construit, comment il s'est construit et qu'est-ce qui fait qu'il a telle ou telle réaction et qu'il vit telles ou telles émotions aujourd'hui. C'est pour ça que les blessures et les émotions, ça fait vraiment partie intégrante de la formation. Et puis qu'en plus, avec toutes les formations que j'ai faites, eh bien, en fait, sur aucune, on est revenu sur les émotions. On les est venu les détailler, les expliquer et dire de quoi elles venaient et qu'est-ce qu'elles venaient travailler. En fait, je me suis rendu compte qu'on avait considéré que c'était acquis. Sauf que c'est pas toujours acquis. C'est bien loin d'être acquis puisque on ne l'apprend pas à l'école. Et j'espère que pour chacun d'entre vous, vous l'aurez déjà vu et que ça ne sera qu'une révision. Si ça ne l'est pas, eh bien, tant mieux, vous apprendrez pleinement de ce module. Donc, on va parler des émotions. Et avant ça encore, je voudrais vous demander de bien ancrer que votre client ne peut venir travailler que sur lui. Et il va falloir être clair dans votre discours. Et parce que vous allez voir que dès qu'on commence à vouloir travailler vraiment sur le client, ça va créer des résistances. Parce que les gens pensent franchement qu'ils viennent pour travailler sur eux, ils sont complètement d'accord avec l'idée, sauf que concrètement, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que dès que vous venez les mettre réellement au travail, j'entends, vous allez voir que ça va créer des résistances, puisque beaucoup de personnes viennent pour se plaindre d'un comportement d'un proche ou de ce qu'un tel a fait sur lui. Et il va falloir remettre du pouvoir et de la responsabilité dans votre client pour lui faire comprendre que ce qu'il vient ici, c'est comment il peut, j'allais dire, mettre moins de pression ou de pouvoir à l'impact de l'autre. Je vous donne un exemple. Vous avez des personnes qui, peu importe où elles se rendent, elles vont vite se retrouver en conflit ou vont devoir gérer ou prendre une place de leadership ou de leader tout simplement parce que c'est leur carte du monde qui les pousse à ça. Pour d'autres, ça va être l'inverse. Elles vont venir se mettre plutôt en second plan, voire en dernier plan, voire en arrière-plan, parce que leur façon de se présenter au monde va être comme ça, et de par leurs apprentissages, de ce qu'ils ont vécu, surtout dans leurs enfances. Ça, c'est souvent l'enfance qui va avoir un impact sur nos conduites adultes. Bien sûr que plus on aura été valorisé et plus on nous aura appris ce qu'on appelle les compétences psychosociales, plus, bien sûr, on sera capable de s'adapter à notre monde extérieur. Mais votre client, ça va être vraiment important de lui amener cette notion de ici, on travaille sur vous, comment vous allez devoir changer certaines choses ou certains comportements
ou certains contextes pour que votre vie soit mieux. Et là, c'est parfois ça. Vous allez voir, hein, parfois des gens reviennent plus hein, parce qu'ils pensaient pas que c'était ça, travailler sur eux, et que c'est bien plus compliqué qu'ils ne l'avaient imaginé. C'est peut-être ce qui différencie, je veux pas catégoriser, hein, c'est peut-être ce qui différencie la psychothérapie de soins passifs. Alors, ce que j'appelle des soins passifs, c'est là où les gens, tout simplement, vont s'allonger sur une table et vivre, par exemple, des soins énergétiques, magnétiques ou ostéopathiques ou autres, ou peut-être ils sont moins mis au travail en tous les cas, pas psychiquement, ils attendent un petit peu que ça soit le thérapeute qui fasse. Or là, mettre quelqu'un au travail par le biais de la parole, c'est vraiment une difficulté supplémentaire. Et falloir montrer toujours, c'est vraiment du jonglage, hein. Vous allez jongler en permanence entre euh, tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour vous aider à aller mieux, mais n'empêche que c'est vous qui allez devoir changer des choses. Et ça, c'est pas toujours ça. Alors, on va forcément, avant toute chose, aborder les besoins. Alors, j'imagine que si vous êtes déjà professionnel de santé ou que vous êtes déjà installé, peut-être est-ce quelque chose qui va être de l'ordre de la révision. Mais cela dit, les besoins et la révision ne font jamais de mal, donc je vous invite à suivre la suite. Alors, on va parler bien sûr de la pyramide de Maslow, qui est une théorie qui a hiérarchisé en fait les besoins allant du plus important au moins important, en sachant finalement que on ne peut monter dans la pyramide que quand les besoins inférieurs sont satisfaits. Alors c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, enfin que moi j'ai appris à l'école d'infirmière, vous voyez, hein, ça a été fait dans les années 40-50, hein, c'est pas nouveau, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, nos besoins sont toujours là et peu importe la façon dont on va les satisfaire, même avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, les besoins, eux, n'ont pas changé. Ça fait vraiment partie de notre base humaine. On va commencer par les besoins physiologiques. Alors là, c'est là où vous n'interviendrez pas, en fait, hein. En tant que praticien, vous n'intervenez pas du tout à cet endroit-là. Si vous intervenez à cet endroit-là, c'est que, alors, pour le coup, peut-être vous travaillez euh, dans le social, enfin, je pense au SAMU social, je pense notamment à tous ces métiers où on est vraiment dans les besoins essentiels à la survie, hein. C'est manger, dormir, se boire, bien sûr, et être à l'abri, hein, se loger. Donc, on est dans les besoins physiologiques. Normalement, en libéral, quand les gens viennent vous voir, ils ont pas de problématique à ce niveau-là parce que tout simplement, vous ne pourrez pas agir. On ne peut pas travailler sur un besoin d'estime de soi quand la personne n'a pas mangé dans son assiette chaque jour, quoi. Donc voilà, voilà, c'est pas trop votre domaine. On commence déjà à avoir une action sur le deuxième, besoin de sécurité. Donc, les individus cherchent à s'assurer une sécurité personnelle, financière, de la santé et du bien-être. Là, on rentre en ligne de compte, puisque la notion de sécurité et d'insécurité revient très, très souvent dans les consultations, euh, puisque ce sont, hein, comme je dis, et je vais vous le répéter, c'est ce qu'on appelle l'analogie des contraires. Sécurité et insécurité sont juste les faces d'une même pièce. Donc, comme beaucoup de choses, comme le bien et le mal, comme la justice et l'injustice, euh, comme le rationnel et l'irrationnel, c'est-à-dire que l'un n'existe pas sans l'autre. On ne peut pas faire autrement que de considérer que s'il y a sécurité, c'est parce qu'il y a insécurité. C'est quelque chose qu'on peut bien sûr utiliser sur les échelles de orientées solutions, dont je reparlerai à un moment donné. Donc, le besoin de sécurité, c'est pareil, hein, on ne peut pas travailler avec une personne sur l'estime de soi si elle n'est pas en sécurité. Je pense notamment à des gens qui vivraient de la maltraitance ou qui peuvent être dans une insécurité de santé aussi ou de bien-être. Donc là, par contre, on commence à agir à ce niveau-là. Le besoin d'appartenance et d'amour. Alors là, ça va être tout ce qui va être en lien avec l'appartenance au groupe et notamment cette chère libération d'ocytocine pour les hormones qui est importante et qui va permettre à une personne de se sentir mieux et surtout dans un bien-être plus abouti.
Nous sommes des êtres sociaux, de toute façon, donc inutile de le nier, même si beaucoup de personnes vous disent qu'elles aiment être seules dans leur coin, le besoin d'appartenance, il est quasiment universel, mais bien sûr, il peut être dosé pour certaines personnes, il est plus prégnant que d'autres. Le besoin d'estime. Alors là aussi, c'est quelque chose dans lequel vous allez avoir besoin de beaucoup travailler avec les gens, besoin d'estime de soi, le fait de chercher de la reconnaissance. Alors tout ça, ça va, vous allez voir, ça va faire lien avec les blessures qu'on va aborder dans la partie juste après les émotions. C'est quand même quelque chose qu'on retrouve souvent en thérapie et on se rend compte que beaucoup de nos comportements sont nourris par la satisfaction de ces besoins et le besoin d'accomplissement. Donc, c'est de pouvoir avoir une passion, faire preuve de créativité, par exemple, s'engager dans des activités qui apportent la réalisation personnelle. Les besoins non satisfaits vont créer forcément des problématiques et surtout des émotions. Donc, vous pouvez déjà, ne serait-ce qu'à l'aide de cette pyramide, proposer à votre client de vous dire à quel étage de la pyramide il se trouve, ce qui va déjà vous guider sur comment l'accompagner. Afin d'accompagner votre patient par rapport aux besoins, vous pouvez lui poser des questions, par exemple, qui pourraient être: qu'est-ce qui vous agace en ce moment? Quel est le besoin qui est non satisfait chez vous en ce moment? Vous pouvez très bien lui montrer la pyramide, comme je vous disais, comment et qu'est-ce que vous voulez changer. En posant toutes ces questions, et puis bien sûr la question phare, c'est: de quoi avez-vous besoin? En posant ces questions, vous allez vraiment permettre à votre client de pouvoir aller progressivement déjà sur le chemin de ses objectifs et de ce qu'il veut réellement travailler. Et par quoi souhaitez-vous commencer? Encore une fois, vous allez voir que les personnes vous donnent beaucoup d'éléments lors des consultations. Et en posant cette question, vous redonnez à votre client la responsabilité de choisir par quoi il veut commencer à travailler. Les émotions, elles jouent bien sûr un rôle crucial. On a tendance à parler de gestion des émotions. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est faux, mais presque quand même. On ne gère pas vraiment ses émotions. On peut, en fait, ça serait comme vouloir gérer une fatigue. On ne gère pas une fatigue. On est fatigué et ensuite on va mettre en place des comportements pour que cette fatigue diminue. Soit on va aller boire un café, soit on va aller dormir, soit euh, on va faire autre chose, se divertir, par exemple, si c'est une fatigue psychique, c'est une fatigue physique, on va s'asseoir, tout simplement. Voilà comment on peut tout simplement euh, gérer une émotion. On ne la gère pas, on va venir changer des choses tout autour. Donc les émotions, ce sont tout simplement des signaux qui nous interpellent qu'il y a quelque chose qui n'est pas là et surtout un besoin qui n'est pas satisfait. D'où l'importance de pouvoir cibler les besoins fondamentaux pour pouvoir ensuite, à l'aide des émotions, savoir exactement ce que vous allez à travailler, ce que vous allez travailler avec votre client. Donc, les émotions, elles agissent comme un système de communication interne. Elles vous informent donc que l'état intérieur, il y a une réaction qui est en train de se passer et qu'il va falloir modifier quelque chose. Donc, on prend l'exemple là de la tristesse. Alors, les émotions que vous allez travailler le plus en cabinet, ça va être la peur. C'est vraiment celle qu'on travaille le plus, c'est la peur. Il y en aura d'autres, mais on va revenir sur chacune des émotions tout à l'heure. Donc, par exemple, la tristesse, ça va signifier souvent un besoin de réconfort ou de soutien. Il faut savoir que la tristesse, c'est souvent au niveau psychique, euh, il y a quelque chose qui est terminé et il y a un refus pour le cerveau de comprendre et d'accepter que c'est terminé. C'est pour ça qu'on ressent de la tristesse. Parce qu'une fois qu'on a validé que c'était bien terminé, en général, la tristesse va diminuer avec, avec l'acceptation. Je fais une parenthèse importante pour vous expliquer aussi que tout au long de vos consultations, vous allez principalement agir avec des luttes intérieures. Quasiment tous nos clients sont en lutte perpétuelle. C'est cette lutte qui les amène à consulter. Vous avez dû certainement expérimenter peut-être régulièrement cette lutte intérieure, c'est-à-dire c'est quand vous avez deux parties qui s'opposent, une qui a envie de faire une chose et l'autre qui a envie de faire tout son contraire ou que les choses s'arrêtent. Dans les émotions, c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire qu'on ressent une émotion et on peut avoir une lutte intérieure qui va faire que ça va amplifier les émotions. D'où le fait qu'on est bien responsable de nos émotions.
en modifiant souvent notre système de pensée, on peut déjà venir désamorcer les émotions. Donc, elle nous aide à identifier des besoins non satisfaits. Euh, Par exemple, la peur signifie qu'on a un besoin de sécurité. On l'a vu tout à l'heure, hein, il apparaissait dans les deuxièmes. Et une insécurité, c'est souvent très fort au niveau émotionnel. Bien sûr, tout va dépendre de l'insécurité, mais ça peut très très vite monter en puissance. Donc, insécurité et peur, ça fait partie quand même des mêmes émotions, sauf que le besoin de sécurité, lui, se classe plutôt dans les besoins que dans les émotions. J'espère que je suis claire. Ensuite, les émotions, elles nous poussent à agir, en fait. Elles nous poussent à aller vers du changement, changer notre contexte, changer tout ce qui peut nous permettre de résoudre et d'aller facilement vers la résolution de ce problème. Alors, les émotions nous poussent aussi à passer à l'action, mais vous voyez bien, c'est que des fois, dans la peur, par exemple, il peut y avoir une sorte de sidération qui nous empêche d'agir. Alors là, je peux vous dire que le conflit interne est très difficile. Et d'ailleurs, c'est comme ça que naissent les psychotraumas, mais on aura l'occasion d'en reparler entièrement lors d'un module. C'est pour vous mettre un petit peu en appétit. Donc, une émotion nous invite à nous mettre en action pour changer le contexte dans lequel on vit. Par exemple, lorsque nous ressentons une émotion de bonheur, on va prendre une émotion positive, même si ce n'est pas celle que vous allez forcément travailler le plus, quoique en thérapie orientée solution, on va chercher ce qu'on appelle les exceptions, c'est-à-dire les moments où le problème n'existe pas. Et quand une personne a créé des choses tout autour d'elle pour ressentir du bonheur, bien sûr, on va l'encourager à continuer dans cette notion. C'est ce qu'on a vu dans l'entretien motivationnel et surtout lorsque l'on a été chercher des exceptions, c'est-à-dire le moment où la personne n'avait pas le problème. Elles vont nous pousser aussi à prendre des décisions. Bah oui, bien sûr, hein, tout le temps que c'est confortable, on ne prend pas de décision. Comme je dis toujours, les périodes de crise ou d'émotions fortes sont un excellent moment pour changer les choses. Alors, je reprends par exemple l'inconfort. Là, l'exemple, c'est la tristesse ressentie lors de la perte d'un emploi. Mais moi, je vais aller un petit peu plus loin. C'est l'inconfort, par exemple, ressenti au travail, progressivement, qui va à un moment donné nous pousser à tout arrêter, à postuler ailleurs et aller peut-être vers sa meilleure vie. Mais pour ça, il faut ressentir de l'inconfort. Ça peut aussi nous permettre de comprendre que l'on s'adapte et nous pousser à nous adapter au changement en allant, par exemple, euh, la peur du changement peut signaler un besoin de développer des stratégies d'adaptation et de gestion du stress. Par exemple, si j'arrive pas à m'adapter, qui est quand même une compétence essentielle dans la vie, s'adapter, que ce soit s'adapter aux autres, s'adapter à un nouveau contexte, eh bien, les émotions vont peut-être nous pousser à nous adapter en mettant en place tout simplement des actions. Donc, vous allez repérer avec votre client, par exemple, quelle émotion il a envie de travailler et comment il peut s'adapter encore une fois, avec tout ce qu'on a vu, le système de la pensée à modifier, mais aussi des outils bien précis hein, de gestion du stress, par exemple. On pourrait parler de méditation, on pourrait parler de respiration. C'est des choses dont je vais parler, mais que je ne vais pas vous apprendre, parce que j'estime qu'il y a tellement de tutos que vous trouverez sur YouTube ou dans diverses, enfin sur les réseaux, ça regorge. Vous pouvez prendre n'importe quel bouquin, vous pourrez apprendre ça facilement et l'apprendre aussi à votre client. Alors, on va revenir donc sur les émotions principales. La joie, pour commencer, encore une fois, c'est pas celle que vous aurez le plus en thérapie, bien que, encore une fois, on s'en serve quand même, puisqu'il est important de repérer ce moment, sensation positive de bien-être, de contentement et de satisfaction. La tristesse, donc, qui est un sentiment de perte, de chagrin ou de mélancolie en réponse à un événement négatif. La tristesse, vous allez bien sûr avoir à la travailler dans les deuils. Les deuils ne sont pas toujours en lien avec la perte d'un être cher. Hein. Ça peut être le deuil d'un emploi, le deuil d'une maison, le deuil suite à un déménagement, le deuil d'amis, le deuil d'un enfant, par exemple, quand une personne n'arrive pas à avoir d'enfant. Le deuil, c'est tout ce que l'on quitte, en fait, ou tout ce qui nous a quittés. Donc, vous voyez que c'est vaste. Hein. Et quand je dis tout, c'est tout. Objet comme personne.
Il y a des deuils qui sont très importants parce que la personne va mettre, par exemple, de la valeur dans une maison. Et pour le coup, faire le deuil de cette maison va être difficile, elle va être parfois un objectif à part entière. La colère, qui est une émotion aussi très intéressante en cabinet. Donc, bien sûr, on ne cherche pas rarement à arrêter une colère. On cherche à la diminuer. On évalue toujours qu'une colère est acceptable. Bien sûr, on accepte l'émotion de la colère. On ne valide pas les passages à l'acte. Jamais. C'est-à-dire que si un comportement de passage à l'acte suite à une colère, on ne peut pas valider ça en thérapie, enfin en cabinet. Par contre, bien sûr, on va essayer de comprendre la personne. Plus elle va pouvoir verbaliser sur sa colère, plus elle va pouvoir, j'allais dire, l'accepter et comprendre quel sens elle a et ce que ça vient travailler chez elle, plus bien sûr les réactions seront normalement moins violentes. Donc c'est un état émotionnel intense qui est caractérisé par une réaction, un obstacle, une injustice ou une frustration. C'est puissant la colère. Pareil, c'est très vaste. Il y a plein de moments où on peut faire face à la colère d'un client envers quelque chose. La notion d'injustice. Là, on revient sur ce que je vous disais sur la pièce de monnaie. Justice, injustice, hein, les deux vont ensemble. Si votre client sait que c'est injuste, ça veut dire qu'il a connu des choses justes. Ça, c'est important pour le connecter à des moments où la sensation d'injustice n'était pas là. Donc la peur, bien sûr, une réponse émotionnelle à une menace perçue, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Je parle là des peurs anticipatoires. Vous aurez énormément de personnes qui présentent des peurs anticipatoires. Les peurs anticipatoires sont les peurs de l'avenir. C'est-à-dire que ça veut dire tout simplement que les personnes transforment leur vécu, elles le transmutent vers l'avenir en étant persuadées que soit les choses vont se reproduire, soit des choses qui ne se sont pas encore produites vont se produire. Et elle crée tout un monde de peur dans lesquels l'émotion va être fortement ressentie et on va avoir des blocages sur des mises en action. Les peurs anticipatoires, euh, globalement, elles se réalisent à 2% à peu près, pas plus. C'est-à-dire que toutes les peurs que l'on a ne se réalisent quasiment jamais. Pour autant, l'émotion, elle est bien là, exactement comme si la peur était présente. Et comme si l'action était en train de se jouer. La particularité avec la peur en thérapie, c'est que souvent on est amené à travailler avec la peur d'avoir peur. Alors là, on commence à rentrer dans des choses qui sont du coup un petit peu plus subtiles parce que beaucoup de patients ont peur d'avoir peur. C'est en lien avec les mémoires traumatiques. Les émotions d'angoisse, de phobie, d'anxiété, d'inquiétude, de jalousie font partie de la grande famille des peurs. Et ça va provoquer du stress de manière plus ou moins intense. Voilà, ça peut aller très très loin et vraiment, les gens vont avoir besoin de vous, hein, par rapport à ça, parce que c'est très difficile pour eux parfois d'en sortir tout seuls, hormis bien sûr avec des prescriptions de médicaments par leur médecin traitant. Et là, vous avez une réelle action à mener. Le dégoût, qui va être une réaction émotionnelle négative, envers quelque chose de désagréable, répugnant ou offensant. On va retrouver le dégoût chez les personnes qui ont vécu des abus, des violences sexuelles. Quand on travaille avec ces personnes-là, parfois, effectivement, le dégoût peut revenir si on doit, à un moment donné de la thérapie, ne le faites jamais en première séance, hein, reconnecter la personne à ce qu'elle a vécu. On ne reconnecte jamais au traumatisme. Mais parfois, il est important, on va venir parler du bourreau, par exemple, ou de l'auteur des faits. Et parfois, il y a des réactions émotionnelles qui peuvent être intenses, notamment en lien avec le dégoût. Vous voyez, rien que sur mon visage, il y a quelque chose qui s'est dessiné. Il faut savoir que les émotions, on peut aussi les déceler sur les micro-expressions du visage. C'est souvent en regardant le visage ou je vais dire le langage verbal d'une personne, vous en apprendrez aussi beaucoup plus sur ce qu'elle ressent. La surprise, qui est un événement inattendu ou soudain, donc vous avez la personne qui va réagir face à la surprise. Bon, ça, c'est pas quelque chose qu'on vient travailler puisque c'est pas qu'on vient pas le travailler, mais ça va pas être la source de consultation en tous les cas. Et puis le remords, le regret. C'est
C'est assez douloureux comme émotion aussi. C'est vraiment la conscience d'avoir commis une action dommageable, au contraire à nos valeurs, accompagnée d'un fort désir de réparation ou de changement. Donc là aussi, j'ai rien qui me vient là en exemple, mais le remords, oui, ça fait partie bien sûr des choses que l'on travaille. Parfois, il y a des prises de conscience qui sont très douloureuses en thérapie, où des personnes prennent conscience que tout ce qu'elles ont fait jusque-là les a amenées à ce qu'elles sont aujourd'hui ou à ce qu'elles vivent. Et parfois, il y aurait eu le désir de changer les choses avant. Bon, c'est assez puissant comme émotion, mais on essaye en tous les cas d'accueillir avec la personne, hein. C'est toujours le meilleur exemple qu'on puisse montrer. On ne peut pas toujours se battre contre tout, on ne peut pas tout changer, on ne peut pas tout gérer. Parfois, il suffit simplement d'accueillir parce qu'il n'y a que ça à faire. Les 8 émotions secondaires, on va commencer par la culpabilité. Là aussi, c'est une émotion qui est très, très, très présente chez les personnes euh, qui vous consulteront. La culpabilité, c'est la différence entre ce que la personne est et ce qu'elle fait. Plus la différence est grande, plus la culpabilité sera grande. Je vais vous confier quelque chose, mais la culpabilité touche souvent, on va dire, avec des guillemets, les bonnes personnes. Les personnes qui ont peu d'empathie, qui sont assez imbues de leur personne ou avec un ego surdimensionné, culpabilisent peu. On va retrouver donc chez les personnes plutôt empathiques une grande tendance à la culpabilité. Ce qui va créer des dommages relationnels pour elles parce qu'elles vont attirer des personnes qui souvent ont peu d'empathie et vont profiter de leur faiblesse, si je peux dire comme ça, pour se servir tout simplement de leurs émotions qu'elles n'ont pas. Donc la culpabilité, c'est quelque chose que vous allez énormément rencontrer. Et peut-être la première chose à travailler avec ces personnes, c'est de leur faire comprendre que tout le monde ne vit pas d'empathie et de culpabilité à ce degré. Qu'il y a des personnes qui s'en foutent royalement et pour qui leur seule, j'allais dire, personne va compter. Alors c'est souvent un choc parce que les personnes qui ressentent beaucoup de culpabilité pensent que toutes les autres personnes sont comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose à travailler assez intensément et jusqu'à obtention de cette compréhension. La honte qu'on va retrouver encore une fois souvent chez les personnes qui ont vécu des violences sexuelles, elle est en plus associée à une perception négative. C'est-à-dire que la honte, euh, souvent, la personne est touchée par la honte alors que elle est souvent victime de ce qu'elle a vécu, mais c'est elle qui va ressentir la honte. Ça découle aussi de la peur du jugement ou, alors on parle de disqualification sociale, oui, mais c'est la peur du regard des autres. Mais ça va plus loin que ça, hein, ça va bien plus loin que ça. C'est vraiment souvent en lien avec un contexte. La frustration, ça va survenir chez plutôt, alors les enfants, bien sûr, et chez les adultes à qui on n'a pas appris ces compétences psychosociales liées à la frustration. On fera peut-être du lien avec certaines pathologies, je pense aux pathologies borderline, par exemple. Aussi, certains adolescents, la frustration, c'est lié à la colère quand même, hein. C'est lié à la colère, mais c'est vraiment le fait de ne pas être satisfait dans l'immédiateté, souvent par un besoin, de ne pas être satisfait dans l'immédiateté d'un besoin voilà, qui serait pas satisfait. Et c'est vraiment là, il y a des attentes très fortes. Et alors, c'est une émotion qui est assez puissante, hein, qui monte très très vite dans les tours et qui génère beaucoup de difficultés. Donc, il y a différents moyens, mais on travaille de toute façon la frustration par rapport au contexte en lui-même. Le regret, contrairement au remords, c'est une émotion primaire qui est liée plutôt à la responsabilité. Le regret, c'est une émotion. Alors, le remords, c'est une émotion primaire. Le regret, c'est une émotion secondaire qui découle souvent sur les choix passés, les occasions manquées. Bon, regret, remords, c'est quand même très, 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 très lié. On a le ressentiment, ça va être aussi en lien avec l'émotion de la colère, mais on n'en est pas au stade de la colère, hein. C'est vraiment une petite colère, c'est un petit peu de rancœur, et c'est souvent vers une frustration persistante. Alors ça, on peut avoir dans les relations de couple, par exemple. C'est des exemples qui me viennent, hein, il y en a d'autres, hein, bien sûr. L'anxiété sociale. Alors l'anxiété, c'est quelque chose qui est très très courant. On pourra parler des TAG, hein, des troubles anxieux généralisés. Ça fait partie des personnes qui nous consultent.
C'est la peur du jugement, la peur du rejet. Alors, on va faire du lien, bien sûr, avec les blessures de l'âme qui vont générer beaucoup, beaucoup d'anxiété. La déception, bah là, encore une fois, c'est moins fort que le regret, la déception, c'est une attente qui n'est pas satisfaite, mais c'est vraiment une émotion secondaire. Et c'est souvent en cabinet, les gens sont déçus d'eux-mêmes. Euh, je pense que bien sûr, ils peuvent être déçus aussi d'autres personnes, mais la déception, voilà, c'est encore une émotion qui va traduire que quelque chose n'est pas réalisé au niveau des espoirs et des désirs. Et puis l'envie, vous allez plutôt la rencontrer dans sa version plus forte, qui est la jalousie. Mais vous allez voir que parfois, il y a des personnes qui sont envieuses de leur frère, de leur sœur, voisine, et elles vont pouvoir l'exprimer. Et c'est toujours assez intéressant de travailler sur ça, puisqu'on vient travailler aussi souvent sur des besoins non satisfaits, même parfois pendant l'enfance. D'où le lien, encore une fois, avec les blessures. Alors, quelles sont les questions que vous pouvez poser à votre client? Euh, je vous en ai mis quelques-unes. Toujours orientées un petit peu par rapport aux thérapies orientées solutions. On peut commencer par poser des questions sur si vous avez un objectif précis de thérapie, c'est quels sont les moments où vous vous sentez le plus heureux, satisfait ou épanoui. Ça va vous permettre de voir quels sont les contextes que la personne crée, ces fameuses exceptions, et de pouvoir les ramener dans quelque chose d'actuel, dans ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas satisfait, pourquoi la personne n'est pas heureuse, qu'est-ce qui manque par rapport au moment où la personne se sent le plus heureux ou le plus satisfait. Pouvez-vous me décrire une situation récente où vous avez ressenti de la frustration ou du stress ou de la colère? Bien sûr, vous adaptez selon les émotions que vous décelez. Nommer les émotions, c'est très très important. Ça va aider vraiment votre client à se repérer. Voilà. Et puis, on va explorer comme ça les émotions négatives et les émotions positives. En plus, ça va avoir une action de permettre à votre client d'aller tantôt vers des choses négatives, tantôt vers des choses positives. Et en faisant un petit peu ces allées et venues, vous allez créer, alors là c'est l'hypnothérapeute qui vous parle, vous allez créer une sorte de transe. Et cette transe va permettre aussi à la personne de mieux clarifier à l'intérieur d'elle ce qui se passe. Quelles sont les choses qui vous préoccupent le plus en ce moment? Bon, bah là, c'est pareil, hein, où elle va vous expliquer. Voilà, si une personne, ça va bien dans son travail, par contre, qu'elle dort plus parce que son fils, je sais pas, moi, a des troubles du sommeil très forts, elle va vous expliquer exactement ce qui se passe, hein. Voilà, ce qui peut révéler. Alors, cette question ouvre la porte à l'expression des préoccupations, des inquiétudes, et on va aller se connecter souvent à des émotions, anxiété ou peur. Comment vous sentez-vous par rapport à votre situation actuelle? Ça va vous permettre aussi de savoir si c'est quelque chose qui est en ce moment ou si ça existe depuis longtemps. Encore une fois, vous avez des fois des gens qui vous contactent pour une situation qui existe depuis très, très longtemps. Et parfois, il y a eu un événement qui a marqué le changement. Je pense par exemple à des ruptures. Les gens, des fois, vous consultent un an après la rupture parce qu'ils ont. Il faut bien penser que chacun d'entre nous, on essaye toujours de faire tout seul. Quand on vient consulter un thérapeute, c'est que souvent, on a essayé pas mal de choses et qu'on se rend compte qu'on n'y arrive pas. C'est vraiment ce qui pousse à consulter. Mais 100%, pour être sûr, des clients ont essayé tout seuls. Ils ne viennent pas consulter comme ça dans. Alors, pouvez-vous me parler des moments où vous avez ressenti de la joie, de la fierté, de satisfaction dans votre vie? Encore une fois, on va repositionner la personne dans ses expériences positives. Je le redis, adapté à votre client, bien entendu. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif ou de vous sentir bien dans votre vie? Ça va permettre tout simplement de mettre en lumière les, les émotions phares. Qu'est-ce qui bloque exactement? En sachant que, en gardant bien à l'esprit que euh, ce qui bloque pour quelqu'un ne bloquerait peut-être pas pour vous. Encore une fois, chaque personne a sa carte du monde et qu'encore une fois, elle va être responsable de ses émotions. C'est comment on peut la faire tout simplement transmuter vers une émotion différente pour peut-être tout simplement résoudre le problème. Comment vos émotions affectent-elles votre comportement ou vos actions quotidiennes?
C'est d'encourager les personnes à réfléchir sur la manière dont ces émotions influencent. Est-ce qu'elle veut garder cette stratégie-là? Est-ce qu'elle veut attacher autant d'importance à certaines émotions? Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de lâcher un petit peu? J'utilise pas le mot lâcher prise, hein, parce que c'est un terme que je n'utilise pas beaucoup. Euh, bon, ça arrive, mais c'est très très rare. J'aime pas trop ça. Aujourd'hui, malheureusement, on demande aux gens de lâcher prise, mais on leur dit pas comment il faut faire. Donc, ce qui veut dire qu'on ne fait que les culpabiliser davantage. Donc, mais comprendre que la façon dont on va ressentir l'émotion et à laquelle l'importance qu'on va lui donner, bien sûr, va avoir une importance sur son impact. Et que ressentez-vous lorsque vous pensez à l'avenir? Ça va être surtout pour les émotions de peur anticipatoire, d'anxiété, hein. Souvent, les anxieux sont très connectés sur l'avenir. Les gens tristes sont souvent connectés avec le passé, les gens anxieux connectés avec l'avenir. Bon, c'est un peu caricatural, mais alors, je vous ai mis aider votre client à accueillir et modifier ses émotions. En tant que praticien en relation d'aide, vous pouvez aider votre client à modifier les émotions ressenties en utilisant différentes techniques et approches. Alors, on va aller dans des approches un petit peu généralistes pour ensuite aller très rapidement vers les échelles des thérapies brèves. Les échelles des thérapies brèves, c'est vraiment un outil indispensable parce que je vais vous raconter une petite anecdote et notamment des anecdotes qui me sont arrivées beaucoup ces derniers temps. Vous travaillez par exemple avec une personne qui vient pour des crises d'angoisse. Elle vient, elle vous dit, j'ai des crises d'angoisse régulièrement. Vous, vous faites ce que vous allez faire, vous travaillez sur la respiration, vous allez travailler sur les outils que je vais vous apprendre dans les prochains modules. On va peut-être commencer d'ailleurs même dans celui-là. Et la personne vient vous revoir 15 jours, 3 semaines plus tard, vous dit, OK, vous lui demandez où est-ce que c'en est de vos angoisses. J'en ai pas eu depuis la dernière fois. Très bien. Et, et elle va trouver, par exemple, quelque chose d'autre. Je ne sais pas si j'en ai pas déjà parlé. Euh, Elle revient 15 jours, 3 semaines plus tard. Où est-ce que c'en est des crises d'angoisse? Je n'ai pas eu de crise d'angoisse. Est-ce qu'il y a des choses qui, en temps donné, auraient créé des crises d'angoisse? Oui, il y a eu des événements. Et pourtant, vous n'avez pas eu de crise d'angoisse. Non, je n'ai pas eu de crise d'angoisse. Et vous n'allez pas avoir plus que ça. C'est assez, ça semble assez ingrat comme comportement. Sauf que la personne a oublié, en fait. En mettant des échelles, vous allez lui permettre de se connecter à ce qu'elle vivait avant afin de se connecter à ce qu'elle vit maintenant et de pouvoir mesurer la différence. Parce que là, en fait, elle va remplacer l'émotion j'allais dire souvent, de la tristesse d'être comme ça, même voire du ressentiment par rapport à elle-même, à tout simplement la peur que cela revienne. Donc, globalement, elle aura remplacé une émotion négative par une autre émotion négative. Donc, finalement, elle se sent pas mieux. Et vous avez pourtant fait votre travail, vous avez contribué à ce que les crises d'angoisse disparaissent, mais elles restent toujours dans le fait de nourrir des émotions négatives. Donc, c'est vraiment important d'avoir des échelles dans lesquelles on dit, OK, maintenant que les crises d'angoisse sont plus là, qu'est-ce que vous avez pu mettre à la place? Qu'est-ce qui s'est passé à la place? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire? Qu'est-ce que ça vous a permis de vivre que vous n'auriez pas vécu? Et on va connecter vers des émotions positives. Donc, les échelles vont servir à ça, mais j'en parle un petit peu plus tard. 8 techniques qui vont permettre à votre client de tout simplement accueillir ses émotions, parce qu'il va falloir l'aider. La première, c'est la validation des émotions. Alors, la validation des émotions, elle est essentielle. Non seulement vous devez le faire, mais en plus, vous devez apprendre votre client à valider ses émotions. Je vous donne un exemple. Vous dit, en ce moment, j'ai des grandes insécurités financières. Mon mari va arriver en fin de chômage, par exemple. Je ne sais pas comment on va y arriver. OK. On est bien clair que vous n'allez rien pouvoir changer à sa situation financière. Ce n'est pas votre rôle. Ça va être le rôle du couple, du banquier, de ce qu'on veut, mais en tous les cas, ce n'est pas à vous de trouver la solution. Par contre, il y a une peur, une insécurité qui est très présente. La validation des émotions, c'est tout simplement de prendre un temps avec votre client, votre cliente, et de pouvoir dire, OK, voyez, instinctivement, je ferme les yeux. Dire, voilà, fermez vos yeux un instant et essayez d'aller imaginer cette insécurité. Où est-ce que vous la ressentez le plus? On va la pousser à aller dans le corps.
Et tout simplement, votre client peut vous répondre, c'est dans le ventre. La peur peut être très bien, ok. Ça peut être au niveau de la gorge, au niveau du plexus solaire. En général, la peur, c'est souvent le ventre, mais on a si la personne vous dit dans la tête, on ne valide pas. Pourquoi? Parce qu'une émotion, bien sûr, elle est interprétée par le cerveau dans la tête, mais avant ça, c'est une sensation qui vient, euh, qui vient du corps. Le corps émet une sensation, le cerveau interprète cette sensation en émotion, et bien sûr, ensuite, il y a tout le film après qui commence avec toutes les peurs anticipatoires qui vont se lier, notamment dans ce cas de je vais me retrouver à la rue, on va pas pouvoir payer le loyer, on pourra peut-être plus aller en vacances, enfin, toutes ces choses-là. Donc, pour valider une émotion, on valide pas j'allais dire l'interprétation du cerveau. On vient valider la sensation. Vous demandez à votre client de fermer les yeux un instant, de lui demander où est-ce qu'il ressent davantage cette tension. Et par exemple, allez, on va dire que la personne me dira, ah, c'est au niveau du ventre, j'ai une masse, je me sens pas bien, ça me gargouille à cet endroit-là, ça me fait des nœuds, enfin, la personne va vous trouver son propre vocabulaire, sinon vous la poussez, vous la questionnez. Mais qu'est-ce que ça fait? Dites-moi ce que ça fait exactement pour qu'il y ait une représentation. Et bien sûr, dans un premier temps, vous allez lui demander de mettre ses mains à cet endroit-là. Voilà. En fait, on vient prendre soin de la sensation sans avoir à la juger. Donc, tout simplement, on va demander à la personne de venir poser ses mains et d'observer cette sensation d'insécurité sans la juger, sans chercher à la modifier. On se place vraiment tel un observateur, comme si les mains venaient donc prendre soin de cette sensation. On attend un petit peu que la chaleur des mains se diffuse et on mentionne. Voilà, peut-être que vous allez sentir la chaleur de vos mains venir prendre soin de cette sensation. C'est ce qu'on appelle des microtrans. Ce sont des outils hypnotiques puissants qui peuvent être utilisés à tout moment dans une séance, sans avoir à partir dans des séances d'hypnose interminables. Il faudrait bien sûr avoir validé, compris là où on va travailler. Donc, on vient tout simplement prendre le temps de valider. Une fois que c'est terminé, on peut demander à la personne de réouvrir les yeux. Voilà, comment ça se passe au niveau de cette sensation. Souvent, il y a déjà une diminution. S'il y a une diminution de la sensation, il y a une diminution de, de l'émotion. Et ensuite, on peut reprendre l'entretien là où on en était. Alors ensuite, on va explorer le système de pensée. Souvent, les pensées vont être négatives ou irrationnelles. Elles peuvent amplifier les émotions négatives. Alors, par exemple, votre mari va être en fin de chômage, très bien. Qu'est-ce que ça vient dire de lui? Qu'est-ce que ça vient dire de vous? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et, euh, et là, vous allez avoir des réactions, peut-être en lien avec la peur du regard des autres, de la honte, peut-être quelque chose de répétitif dans la famille. Souvenez-vous, le questionnement systémique. Est-ce que des personnes ont peut-être connu ça dans sa famille? Est-ce que la perte d'emploi, qu'est-ce que ça signifie pour elle? Est-ce ça change son regard sur son mari, par exemple? Auquel cas, on vient prendre le temps de décortiquer un petit peu tout ça et on vient renvoyer, si je comprends bien, n'oubliez pas la reformulation, vous êtes en train de me dire que vous ressentez de la honte. Encore une fois, on peut venir valider. OK, et ça, c'est pas acceptable peut-être pour vous de ressentir cette honte par rapport à votre mari. Et vous avez honte d'avoir honte. Vous voyez, l'émotion de l'émotion, hein, c'est ça aussi. Donc, on peut venir explorer le système de pensée en utilisant les émotions qu'on aura décryptées et comment on peut venir à permettre à cette personne de les valider. Une émotion validée va être déjà beaucoup moins forte puisque c'est vraiment une façon de les gérer, si on peut dire, si on peut reprendre ce mot que j'aime pas trop, mais en tous les cas, de les gérer. Alors, les techniques de régulation émotionnelle, c'est un petit peu ce que je vous ai dit finalement dans la validation des émotions. Si je peux revenir sur la validation des émotions, ça va être une validation psychique. OK, vous ressentez ça. Je reprends mon exemple. La personne vient vous consulter pour vous dire donc, je me sens pas bien, j'arrive plus à dormir, mon mari donc va bientôt perdre ses droits de chômage et j'ai très peur de cette insécurité financière qui nous gagne. OK, très bien. Et là, on vient valider le contexte en disant,
Si je comprends bien, il y a ça, 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 et vous me dites que vous êtes en insécurité. Auquel cas, on vient valider que c'est normal de se sentir en insécurité. Ce qui ne serait pas, c'est de s'en moquer, au final. Vous comprenez bien que là, l'émotion, elle a un sens. Elle a un sens précis, et surtout, elle vient dire quelque chose qui est normal. Hein, c'est OK, vous êtes en insécurité, et c'est tout à fait OK. Ensuite, on explore le système de pensée et donc on va venir travailler sur les techniques de régulation émotionnelle. Donc, je vous en ai donné une qui est l'accueil de la sensation d'insécurité. On peut aussi utiliser la respiration. On peut aussi utiliser la respiration profonde, la pleine conscience, la relaxation musculaire progressive, toutes ces techniques qui vont permettre la libération ou la régulation émotionnelle. La recherche de solutions. Là, encore une fois, la solution est souvent par l'inverse du problème, c'est-à-dire dans l'insécurité financière, par exemple, l'exemple ne veut pas être la sécurité financière. Par exemple, on peut aussi travailler sur l'espoir ou comment peut-être elle peut venir soutenir son mari, le renforcer pour l'aider à retrouver aussi confiance et espoir. Je vous donne cet exemple-là, hein, mais identifier les stratégies qu'elle met en place aussi. Parce que souvent, c'est un espèce de cercle vicieux. Une personne vit quelque chose, elle va avoir des émotions qui vont avoir un impact sur autre chose. Là, on imagine que ce mari qui doit certainement pas avoir très fier de lui, se retrouve face à une femme qui sait plus comment le regarder, qui sait plus comment lui adresser la parole, qui ne sait plus comment l'encourager, et auquel cas, ce qui fait que son mindset à lui, son état d'esprit diminue, ça lui permet encore moins de trouver du travail. Donc, on peut aussi identifier des stratégies différentes qui lui permettraient de remettre de l'espoir, par exemple, ou avoir un regard plus bienveillant sur son mari pour l'aider à trouver d'autres solutions ou des actions très concrètes. Comment elle peut aussi venir mettre en place, je sais pas, des respirations ou modifier son système de pensée qu'elle aura préalablement travaillé avec vous. Encore une fois, on peut explorer les schémas émotionnels, soit des choses qui se répètent, dans sa vie ou qui se répètent dans sa famille. Et on peut comprendre que elle va adopter des réponses émotionnelles plus adaptatives. On peut modifier l'émotion par rapport à une situation donnée. Pour certaines personnes, perdre un emploi va être au contraire d'aller vers d'autres chemins. Pour d'autres, ça va être vraiment un deuil à passer. Donc, encore une fois, ce que vit la personne, il faut vraiment se libérer de nos représentations à nous ou des représentations de la société. Très important. Alors, vous pouvez aussi aller par le biais des questionnements que l'on a vus tout à l'heure. Quel est le moment, par exemple, où vous avez été fier de votre mari, où vous n'avez pas eu honte? Qu'est-ce qui a été différent à ce moment-là, dans la même situation? La reconnecter, peut-être des moments où elle l'admirait alors qu'il n'avait pas d'emploi. Ne serait-ce que pour modifier, encore une fois, l'émotion en lien avec un contexte et montrer l'émotion, elle peut jauger dessus. Par exemple, on me dit, bah, je sais pas, dimanche dernier, il a gagné son tournoi d'échecs, par exemple. Je vous donne des exemples, là. Euh, J'étais très fière de lui et pourtant, voilà, il n'avait pas de travail non plus, mais elle a été fière de quelque chose qu'il a pu accomplir. La connecter aux accomplissements de son mari va changer l'émotion qu'elle ressent pour lui, par exemple, et peut avoir un impact sur leur vie. Donc, on travaille aussi le renforcement de l'estime de la personne. Euh, on peut aussi, notamment toujours par rapport à ce même exemple, valoriser le fait qu'elle ait pu tenir jusque-là, euh, tout ce qu'elle a fait de bien, n'hésitez pas à lister avec elle tout ce qu'elle a fait de bien par rapport à tout ça, comment elle a géré jusque-là. Venir parfois valoriser votre client. Euh, En soi, vous allez voir, c'est puissant, hein. Parfois, les personnes repartent en étant rassurées et ça fait beaucoup, beaucoup de bien à votre client. Et tout d'un coup, le fait qu'il soit moins sur son état intérieur, il va pouvoir se redécentrer et retrouver de nouvelles solutions. Dans les émotions de peur, par exemple, on peut aller vers des techniques d'exposition progressive. C'est-à-dire que moi, je pousse souvent mes clients à sortir de leur zone de confort et pas aller dans la zone de panique. Je vais vous faire un petit
Je vais vous faire un petit schéma par rapport à tout ça et je vais vous expliquer cet outil puissant qui va permettre de comprendre beaucoup de choses par rapport à la peur. Donc, exposition progressive est un outil qu'on utilise très, très souvent. Encouragement du changement de comportement. Bah, c'est identifier des comportements positifs qui peuvent influencer. C'est un petit peu ce qu'on parlait dans la recherche d'exception. Par exemple, oser dire non à une situation de personne qui le dérange, euh, aller au bout d'un processus. C'est vraiment connecter aussi à la personne à des ressources qu'elle a déjà eues. Si je prends, si je prends quelqu'un qui vient parce que je sais pas, il a peur de passer un examen, connectez-le à un examen qu'il aurait déjà passé et comment il a fait pour y arriver, qu'est-ce qu'il a mis en place, comment il s'en est sorti. Et au moment où il a reçu les résultats, qu'est-ce qu'il a ressenti? Vous pouvez aussi, bien sûr, on vient valider hein, la peur, c'est normal, ok, le système de pensée, peut-être que c'est des gens souvent qui sont assez exigeants par rapport à eux-mêmes. On vient travailler les techniques de régulation émotionnelle. Je vous fais un petit récapitulatif, hein. Respiration, cohérence cardiaque, et puis, on va venir rechercher des solutions. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir pour faire diminuer la peur? Et on vient modifier, on vient le connecter à des moments où il a pu dépasser justement cette notion, cette émotion.